En avril 2024, Camille Dubois s'est lancée seule dans une randonnée vers une cascade dans les Vosges. Elle n'est jamais revenue. La police a parlé de fugue. Les habitants du coin ont évoqué un suicide. Pendant 6 mois, la rivière a gardé son secret, jusqu'à ce que des randonneurs repèrent quelque chose d'étrange sur la berge. Les vêtements de Camille, soigneusement pliés, secs, intacts par l'eau. Et ce qui s'est passé avant cela a transformé un paisible village en une enquête sombre qui a secoué toute la région Grand Est. Le matin du 17 avril 2024, Camille Dubois s'est garée au point de départ du sentier de la cascade de Tendon juste après 8 heures. Des nuages bas flottaient sur les Vosges, enveloppant le petit parking d'une brume légère. Elle a garé sa vieille Peugeot 206, a jeté son petit sac à dos sur une épaule et s'est dirigée droit vers le sentier sans un mot à quiconque. Un garde forestier posté à l'entrée a déclaré plus tard qu'elle lui avait adressé un bref signe de tête. Rien d'autre, aucun signe de détresse, aucun compagnon, juste une jeune fille de 19 ans avec des écouteurs, s'engageant sur un sentier qu'elle n'avait jamais parcouru auparavant. Elle n'est jamais revenue. À la tombée de la nuit, la voiture de Camille était toujours là, au même endroit, non verrouillée, son portefeuille à l'intérieur, les clés dans le porte-gobelet. Au début, personne n'a rien remarqué. Camille avait la réputation d'être indépendante. Elle était déjà partie seule pour des excursions d'une journée, voire un week-end, selon son frère Julien. Mais le lendemain matin, lorsque le personnel du parc a vu la voiture toujours là, les choses ont changé. Ils ont vérifié la plaque d'immatriculation, appelé ses parents. À midi, une équipe de recherche était sur les sentiers. Des chiens ont fouillé la zone. Les gardes forestiers ont inspecté toutes les cabanes, les points de vue et les chemins de service. Des hélicoptères ont survolé la canopée épaisse. Ils n'ont rien trouvé. Aucune empreinte au-delà du 1er kilomètre, aucun signe de chute, aucun objet abandonné. C'était comme si Camille Dubois était entrée dans les bois et n'en était jamais ressortie. L'affaire n'a pas fait la une des journaux au début. Les disparitions dans les Vosges n'étaient pas rares. Les habitants chuchotaient qu'elle s'était enfuie avec quelqu'un. Un garde forestier a suggéré, en privé, qu'elle voulait peut-être juste disparaître. Sa famille n'y croyait pas. Julien, encore moins. Elle n'était pas comme ça, a-t-il déclaré aux journalistes 2 semaines plus tard. Elle m'envoyait un message tous les soirs, même quand elle était fâchée contre moi. Tous les soirs. Mais les semaines sont devenues des mois, et les pistes se sont refroidies. En juillet, la police a discrètement clos les recherches actives. Officiellement, Camille Dubois était classée comme adulte disparu volontairement. Officieusement, le chef de la gendarmerie a dit à Julien de lâcher l'affaire. Puis octobre est arrivé. 6 mois après la disparition de Camille, un couple de randonneurs s'est arrêté près d'un méandre étroit de la rivière Moselle, à environ 10 km en aval du sentier de la cascade de Tendon. Ils suivaient une piste de chevreuil lorsqu'ils ont repéré quelque chose sur la berge, un petit tas de vêtements, pliés, secs, soigneusement posés sur un rocher plat au bord de l'eau. Ils ont reconnu le nom sur l'étiquette de la veste, Camille Dubois. Quand Julien a appris la nouvelle, il est retourné au village cette même nuit. Il a rencontré le chef de la gendarmerie en personne, espérant qu'il prendrait enfin l'affaire au sérieux. Mais sur place, ils ont balayé l'affaire. Ils ont probablement été emportés par la rivière, a dit le chef. Quelqu'un les a trouvés et posés sur le rocher. Ça arrive. Julien a demandé s'il vérifiait les empreintes, l'ADN, quoi que ce soit. Le chef a haussé les épaules. On les envoie au labo, mais n'y voit pas trop de choses. C'est là que Julien a su que quelque chose clochait. Il avait vu les photos. Les vêtements n'étaient pas imbibés d'eau. Ils n'étaient pas accrochés à une branche ni à moitié enfouis dans la boue. Ils étaient pliés, disposés comme si quelqu'un voulait qu'on les trouve. Et au centre du tas, la seule chose que Camille ne retirait jamais, son bracelet. Julien Dubois se tenait sur la berge 2 jours plus tard, fixant les vêtements de sa sœur. Les gendarmes les avaient déjà mis en boîte, procédure standard pour les preuves, disait-il. Mais avant cela, Julien avait bien regardé.
La veste était sèche. Le jean sentait encore légèrement l'eau de toilette à la vanille de Camille, et le bracelet. Il l'a pris lui-même avant qu'il ne l'arrête. Une fine bande de cuir avec les lettres C et J gravées sur le fermoir. Julien a passé son pouce sur la gravure. Elle n'était pas usée par l'eau. Le métal n'était pas terni. Il faut le remettre, fiston, a lancé un des gendarmes. Julien n'a pas bougé. Il a fixé le bracelet encore 5 secondes, mémorisant chaque rayure, chaque marque. Puis il l'a reposé doucement sur le tas. Ça n'avait pas de sens. Rien n'avait de sens. Le lendemain matin, Julien est entré directement dans le bureau de la gendarmerie à Gérardmer. Il n'était pas là pour supplier. Il était là pour exiger des réponses. Le chef de la gendarmerie, Bernard Martin, l'a reçu derrière le comptoir, un homme âgé, à la voix douce, respecté dans le village. Julien, a dit le chef, je sais que c'est dur, mais cette rivière a une façon de jouer des tours. Parfois, elle rend des choses qu'on n'était pas censé retrouver. Julien a secoué la tête. Les vêtements étaient pliés, Bernard. Ils n'ont pas été rejetés par l'eau. Bernard a soupiré par le nez. Peut-être qu'un randonneur les a trouvés en aval et les a ramenés. Julien a croisé les bras. Qui ramène des vêtements et les plie sur un rocher? Le chef a soutenu son regard un instant, puis a haussé les épaules. On vérifie les empreintes. C'est tout ce que je peux te dire. Julien n'y croyait pas, et au fond, il soupçonnait que Bernard non plus, car le regard qu'il lui a lancé n'était pas juste un rejet poli. C'était de la peur. Pas la peur de Julien. La peur de quelque chose de plus grand. Ce soir-là, Julien a relu tous les messages que Camille lui avait envoyés l'année passée. Ils étaient tous là. Des blagues, des plaintes, des photos prises au hasard de ses chaussures de randonnée, de son petit déjeuner un croissant et un café, d'un écureuil qu'elle avait vu sur le campus, et un message d'exactement 2 semaines avant sa disparition. Un texto qu'il avait ignoré à l'époque. Un type bizarre n'arrête pas de me parler sur le sentier. Ce n'est peut-être rien, juste agaçant. Julien avait répondu par un émoji rieur. C'était tout. Maintenant, ça ne semblait plus anodin. À midi le lendemain, Julien marchait sur le sentier de la cascade de Tendon, retraçant l'itinéraire exact de Camille. Les arbres se serraient de chaque côté, la rivière Moselle grondant doucement en contrebas. Des randonneurs le croisaient au couple, marcheurs solitaires, photographes. Aucun ne le regardait 2 fois. Mais Julien observait chaque visage, chaque personne immobile un peu trop longtemps. À mi-chemin, il a remarqué une caméra de chasse attachée à un arbre. Un modèle privé, comme ceux utilisés par les chasseurs. Elle clignotait. Active. Julien a suivi la ligne de visée. Elle pointait directement sur l'entrée du sentier. Il a cherché un numéro d'identification. Rien, mais une étiquette sur le côté indiquait chasse et nature, Épinal, un magasin d'équipement de chasse. Le lendemain matin, Julien était à Épinal, posant des questions. L'employé de chasse et nature ne savait pas qui avait acheté ce modèle précis, mais il a donné un nom à Julien. On en vend régulièrement à un type nommé Antoine Morel. Il dit qu'il les utilise pour des circuits de randonnée. Julien a froncé les sourcils. C'est qui, Antoine Morel? L'employé a haussé les épaules. Un randonneur. Un peu glauque, si vous voulez mon avis. Il organise des circuits privés près des cascades. Julien est sorti du magasin, l'estomac noué. Il n'avait jamais entendu Camille mentionner ce nom, pas une seule fois. Et pourtant, quelque chose lui disait que ce n'était pas une coïncidence. 2 jours plus tard, des images de la caméra de chasse ont émergé. Un chasseur local a publié des clips en ligne, se vantant du mouvement des chevreuils près des sentiers. En arrière-plan d'un clip, Camille Dubois marchait seule. Et exactement 15 secondes plus tard, un homme la suivait, veste sombre, casquette enfoncée, visage tourné vers la caméra pendant une demi-seconde. Antoine Morel.
Julien a visionné le clip 5 fois. Au début, c'était flou, comme la plupart des images de caméras de chasse. Camille passait dans son Audi, son sac à dos bien ajusté sur les épaules, écouteurs aux oreilles. Puis, 15 secondes plus tard, l'homme taille moyenne, casquette baissée, mains dans les poches de sa veste. Il se déplaçait comme s'il était à sa place, comme un simple randonneur. Mais en mettant l'image sur pause, un détail a sauté aux yeux de Julien. L'homme ne portait ni sac à dos, ni gourde, ni équipement, juste des mains vides et des yeux fixés sur le dos de Camille. Julien a envoyé le clip directement au chef de la gendarmerie, Bernard Martin. Il n'attendait pas grand-chose. Et il a eu exactement cela, une réponse en 2 lignes. Nous l'avons vu. Rien d'exploitable. Le lendemain matin, Julien était devant la caravane d'Antoine Morel. Elle se trouvait au bout d'un chemin de terre, à un demi-kilomètre de la route principale des 11. Le genre d'endroit que les gens dépassent sans le voir. Aucun nom sur la boîte aux lettres, aucune lumière aux fenêtres, mais une Renault Capture rouillée était garée devant, avec un autocollant de circuit de randonnée collé sur la vitre arrière. Julien n'a pas frappé. Pas besoin. Il n'était pas là pour faire une scène. Il était là pour confirmer quelque chose par lui-même. Il a fait 3 tours lents autour de la propriété avant de le repérer. Une caisse en plastique glissée sous le porche, contenant des bottes, des gants, des cordes, et, juste au-dessus, un morceau de papier plié. Il l'a sorti avec précaution. C'était un prospectus, circuit privé des Cascades, Antoine Morel, numéro de téléphone, adresse e-mail, pas de site web, pas de licence commerciale. Julien a pris une photo. Puis il est parti. Cette nuit-là, Julien est retourné sur la berge de la rivière Moselle, là où les vêtements de Camille avaient été trouvés. Il se tenait au même endroit, seul cette fois. L'air était plus froid, l'eau coulait plus vite. Il s'est accroupi près du rocher plat où les vêtements avaient été posés. Et c'est là qu'il l'a vu. Un éclat de métal à moitié enfoui sous une feuille humide. Une carte SIM de téléphone. Le cœur de Julien s'est serré. Il l'a pincée délicatement entre 2 doigts. Elle n'était ni fissurée, ni rouillée. Elle semblait neuve. Le matin, Julien était dans l'arrière-boutique d'un magasin de technologie à Épinal, regardant un technicien insérer la carte SIM dans un lecteur. L'écran s'est allumé. 5 messages enregistrés, tous provenant du même numéro. Il a lu le premier à voix haute, « Ne crois pas que je ne te vois pas. Je sais où tu vas. » Le deuxième, « Je t'attendrai la prochaine fois que tu seras seul. » Julien a dégluti péniblement. Le troisième a frappé plus fort, « Les jolies filles ne devraient pas se promener seules. » Il n'a pas lu les autres. Julien a demandé au technicien s'il pouvait retracer le numéro. L'homme a secoué la tête. Pas sans les données de l'opérateur, mais la carte elle-même. Ça vient d'un téléphone jetable. Le genre qu'on achète et qu'on utilise directement. Julien a hoché la tête. Ça se tient. Au coucher du soleil, Julien était de retour devant la caravane d'Antoine Morel. Cette fois, il s'est garé à un demi-pâté de maison, assis au volant, et a attendu. 1 heure plus tard, Antoine est sorti. Bottes de randonnée, même casquette, un sac de sport sur l'épaule. Il s'est dirigé vers sa Renault, l'a déverrouillée et a jeté un regard par-dessus son épaule, directement vers Julien. Pendant une fraction de seconde, aucun des deux n'a bougé. Puis Antoine a esquissé un sourire lent et tordu, et il est parti. Julien ne l'a pas suivi. Pas besoin. Ce sourire lui a tout dit. Antoine Morel ne se cachait pas. Il voulait que Julien sache qu'il l'observait aussi. Julien a attendu 2 jours de plus. Il surveillait la caravane d'Antoine de loin, notant chaque mouvement. Jogging matinal, course en milieu de journée, trajet nocturne vers les Cascades. Antoine ne semblait jamais pressé, jamais effrayé, comme s'il savait que personne ne viendrait pour lui, comme s'il avait déjà fait ça avant. La 3e nuit, Julien a agi. La Renault d'Antoine a quitté les lieux juste après 20h30.
Les feux arrière ont disparu sur la route départementale, le même itinéraire qu'il empruntait toujours pour ses soi-disant randonnées nocturnes. Julien a traversé la cour dans l'obscurité. Il est resté bas, silencieux. La porte de la caravane était verrouillée. Julien a fait le tour par l'arrière, une fenêtre fissurée au-dessus d'un climatiseur rouillé. 2 minutes avec un tournevis. La fenêtre s'est ouverte avec un léger pop. À l'intérieur, ça sentait le café froid et le bois humide. Julien est entré prudemment, ses bottes touchant le tapis usé. Il est resté immobile 1 minute entière, à l'écoute. Rien. Il a avancé. Le salon semblait normal. Au début, un canapé usé, une télévision sur une caisse en plastique, une pile de magazines. Mais les murs, des photos, pas encadrées, pas imprimées comme des photos de famille. Des instantanés épinglés dans le placo avec des punaises. Des visages de randonneurs, surtout des femmes, la plupart prises à leur insu, en train de marcher, de s'étirer, de lasser une chaussure. L'estomac de Julien s'est retourné. Il a scruté les visages, le cœur battant plus vite à chaque regard. Et puis il l'a vue, Camille, capturée en plein pas sur un sentier. Sa tête légèrement tournée, un demi-sourire sur le visage. Une photo qu'elle n'avait jamais su prise, épinglée juste à hauteur des yeux d'Antoine. Julien fixa la photo pendant une longue seconde, puis commença à fouiller la pièce. Dans une petite boîte sur la table basse, il trouva des notes, des bouts de papier déchirés, des lignes écrites à la main, en lettres grossières. Camille aime les cascades. Seul le 10 avril. Randonneuse, sac à dos vert. Suivre la prochaine fois. Personne ne regarde 2 fois si tu souris. Les mains de Julien tremblaient. Il prit des photos de tout avec son téléphone, chaque mur, chaque note. Et puis, dans le coin le plus éloigné de la pièce, un petit coffre verrouillé, avec un cadenas standard, vieux, rouillé. Julien le tira vers la lumière. Il força le cadenas avec le tournevis. À l'intérieur, un hoodie plié, celui de Camille, et en dessous, un collier, son collier. Julien le prit dans sa main, le petit pendentif captant la lumière tamisée. Il connaissait ce collier. Il l'avait acheté pour son anniversaire. Elle ne l'enlevait jamais. Il prit une inspiration, fit une dernière photo du contenu du coffre, et c'est alors qu'il l'entendit. Un pas à l'extérieur de la fenêtre. Lent, mesuré. Julien se figea. La poignée de la porte d'entrée grinça. Il sauta par la fenêtre arrière avant qu'elle ne s'ouvre, atterrissant durement sur le sol. Il courut. Ne s'arrêta pas avant d'atteindre la lisière des arbres de l'autre côté de la route. Derrière lui, la voix d'Antoine résonna dans la nuit, basse, désinvolte. À bientôt, Julien. Julien ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans son camion, garé sur un dégagement de gravier à un demi-kilomètre de la caravane d'Antoine, les mains serrées sur le volant, le collier dans sa poche. Chaque instinct lui criait de retourner là-bas, de traîner Antoine dans la rue. Mais il savait comment ça finirait. Antoine n'était pas juste un type louche caché derrière une porte de caravane. Il avait des amis, des relations, le genre de lien dans un petit village qui faisait que des hommes comme le chef de la gendarmerie, Bernard Martin, détournaient le regard. À l'aube, Julien roula directement jusqu'au village et se gara juste devant le bureau de la gendarmerie à Gérardmer. Il tenait le collier dans une main et son téléphone dans l'autre, avec les photos des murs, des notes, du coffre. Il attendit sur les marches jusqu'à ce que Bernard arrive dans sa voiture de patrouille. Le chef lui lança un regard las en descendant. « Julien, dit Bernard, je me doutais qu'on aurait cette conversation un jour. » Julien se leva, brandissant son téléphone. « Votre ami Antoine est un prédateur, et j'ai des preuves. » Bernard ne parut même pas surpris. Ni en colère, juste fatigué. « Entre, dit-il calmement. » Dans le bureau, Julien étala tout, les images de la caméra de chasse, les messages de la carte SIM, les photos des murs d'Antoine, le collier posé délicatement sur le bureau. Bernard fixa le tas. Pendant une longue minute, il ne dit rien.
Puis il soupira. Tu sais ce que ça implique, n'est-ce pas? Julien serra la mâchoire. Ouais, ça montre que vous avez laissé un foutu prédateur se balader librement pendant des mois. Les yeux de Bernard s'étrécirent. Tu veux que je présente ça au procureur avec toi qui a pénétré par effraction, altéré des preuves et forcé un domicile? Julien ne sia pas, vous voulez expliquer à la presse pourquoi vous avez ignoré ça pendant 6 mois. Pendant un instant, ils se fixèrent. Puis Bernard se renversa dans son fauteuil. Tu joues un jeu dangereux, fiston. Julien secoua lentement la tête. Non, Bernard, c'est Antoine qui le fait. Bernard expira. Puis, pour la première fois, Julien vit quelque chose changer dans ses yeux, quelque chose proche du regret. Je porterai ça au procureur, dit Bernard. Mais reste en dehors de ça. Je te préviens. Julien se leva. J'ai été trop longtemps en dehors. Ce soir-là, les rumeurs commencèrent à circuler. Un gendarme, le propre neveu de Bernard, se présenta au motel de Julien avec un message. Pars, ou ce sera toi qui seras accusé. Julien ne sia pas, dis à ton oncle que je n'ai pas peur de lui. Le lendemain matin, Julien se réveilla pour trouver les pneus de son camion crevés. Pas de note, pas de menace, juste un avertissement silencieux dans un village tranquille qui avait choisi son camp. Julien ne recula pas. Il marcha jusqu'au bureau de la gendarmerie, entra directement par la porte principale et trouva Bernard qui l'attendait. Bernard l'accueillit au comptoir, sans se donner la peine de saluer. On a fait venir Antoine ce matin, dit le chef. Il prétend que tu le harcèles. Que tu as forcé son domicile. Que tu as placé des preuves. Julien ne réagit pas. Bernard continua. Il a un avocat. Il dit qu'il va porter plainte. Julien croisa les bras. Qu'il le fasse. Et quand tout ça éclatera, on verra qui sera enterré le premier. Bernard le fixa longuement, puis se pencha vers lui. Si tu continues à pousser, quelqu'un ne s'en sortira pas, fiston. Julien ne sia pas, tant mieux. Le lendemain matin, Julien rangeait sa chambre de motel. Pas parce qu'il abandonnait, mais parce que les murs se refermaient sur lui. L'employé du motel lui glissa un avertissement discret, le chef a dit que si tu ne pars pas, ton camion sera saisi. On ne veut pas d'ennui ici. Julien hocha la tête. Il n'argumenta pas. Il manquait d'alliés, s'il en avait jamais eu. Mais ça n'avait pas d'importance, car tard dans la nuit, quelque chose changea tout. Julien était assis dans son camion, garé près de la même berge de la rivière Moselle où les vêtements de Camille avaient été trouvés. Il fixait l'eau, faisant tourner le collier dans ses mains, quand une voix brisa le silence derrière lui. « Tu cherches ça ?» Julien se retourna. Antoine Morel se tenait à 5 mètres, mains dans les poches, un sourire aux lèvres. Julien se crispa. « Dégage !» Antoine fit un pas envers lui. « Je sais que tu es entré chez moi. » Pas très malin. Julien ne bougea pas. Ne parla pas. Antoine haussa les épaules. « Je ne suis pas fâché, Julien. Bon sang, une partie de moi est impressionnée. La plupart des gens ici savent quand baisser la tête. » Julien croisa son regard. « Je ne suis pas comme la plupart. » Le sourire d'Antoine s'effaça. « Non, en effet. » Puis Antoine lança quelque chose sur le capot du camion de Julien. Un téléphone. Celui de Camille. Le sang de Julien se glaça. Il le ramassa, les mains tremblantes. L'écran de verrouillage s'alluma. Batterie morte. Antoine se pencha, voix basse. Elle me l'a donné elle-même la nuit où elle est partie. Julien le fixa. Tu mens. Antoine ricana. Vraiment? Les poings de Julien se serrèrent. Il voulait le briser en deux, mais Antoine secoua la tête. Attention, Julien. Si tu fais une scène, ce téléphone pourrait disparaître, comme ta sœur. Puis il s'éloigna, laissant Julien là, le cœur battant,
les mains crispées. Le téléphone de Camille brûlant de froid dans sa poigne. Cette nuit-là, Julien fit recharger le téléphone dans une aire de repos à 1 heure du village. L'écran de verrouillage scintilla. Protégé par un mot de passe. Il essaya la date de naissance de Camille. Rien. Il essaya le nom du chien de la famille. Rien. Puis il essaya la date de sa disparition. Le téléphone se déverrouilla. Il n'y avait que 2 fichiers dans le dossier audio. Julien ouvrit le premier. La voix de Camille, tremblante, essoufflée. « Si tu entends ça, je ne sais pas si je suis encore en vie. Un homme me suit. Je ne connais pas son nom, mais je l'ai déjà vu. Si je ne reviens pas, dis à Julien que je suis désolé. » Julien lâcha le téléphone, l'estomac retourné. Il le ramassa, main tremblante. Ouvre le second fichier. Une voix d'homme. Antoine, calme. Alors, ma belle, ce n'était pas si difficile, hein? Allons nous promener. Julien resta dans le noir, écoutant la peur de sa sœur, le son de sa respiration, les pas d'Antoine. L'enregistrement s'arrêta sur un cri étouffé, aigu. Il fixa l'écran du téléphone longtemps. Puis il le glissa dans sa veste. Il n'irait pas voir le chef de la gendarmerie. Pas cette fois. Ce n'était plus une affaire. C'était une chasse. Julien ne dormit pas, ne mangea pas, n'appela personne. À l'aube, il avait un plan. Il n'allait pas attendre Bernard. Il n'allait pas confier ça à quelqu'un qui le couvrirait. Il allait faire avouer Antoine et s'assurer que tout le village le voit. À midi, Julien était assis dans un coin du café du village à Gérardmer, l'endroit le plus animé le dimanche. Les locaux remplissaient la salle, familles, touristes, employés du parc, tous prétendant ne pas remarquer Julien. Il s'en fichait, car Antoine Morel franchit la porte à 12h30 précise, comme une horloge. Julien observa Antoine se diriger vers le comptoir, commander un café. Antoine ne l'avait pas encore vu. Julien glissa la main dans sa veste, tapota le magnétophone accroché à sa chemise, le même qu'il utilisait dans l'armée pour les journaux de terrain. Il fonctionnait toujours parfaitement. Antoine se retourna et se figea en apercevant Julien. Pendant une seconde, Julien pensa qu'il allait partir. Mais au lieu de cela, Antoine sourit, inclina la tête et s'approcha. « Diable, Julien, je suis flatté. » Antoine se glissa sur la banquette en face de lui. « Tu ne pouvais pas rester loin, hein ?» Julien garda les mains sur la table. « J'ai pensé qu'il était temps d'avoir une vraie discussion. » Antoine s'adossa, étendant les bras sur le dossier. « Tu es enfin prêt à laisser tomber ?» Julien esquissa un léger sourire. « Quelque chose comme ça. » Antoine sirota son café. La salle bruissait autour d'eux, les assiettes tintaient, les fourchettes raclaient. Les yeux d'Antoine ne quittèrent jamais les siens. « Tu sais, les gens d'ici, ils n'aiment pas ceux qui remuent les choses. Ils aiment le calme. » Julien hocha lentement la tête. « Alors, tu n'aurais vraiment pas dû toucher à ma famille. » Le sourire d'Antoine vacilla. Julien se pencha en avant, la voix basse. « Tu as dit que Camille t'avait donné son téléphone. » Antoine haussa les épaules. « Peut-être. Peut-être pas. » Julien le fixa droit dans les yeux. « Elle t'a enregistré. Ta voix est sur son téléphone, lui donnant des ordres. » La mâchoire d'Antoine tressaillit. Julien se rapprocha encore. « Je vais diffuser cet enregistrement à toutes les chaînes de télévision de la région, à tous les gendarmes qui s'en préoccupent encore, et à chaque famille de ce village. » Les yeux d'Antoine s'assombrirent. « Attention, petit. Tu es sur une pente glissante. » Julien ne sia pas, toi aussi. Le silence s'étira. Puis, enfin, Antoine se pencha en avant, la voix tombant presque à un murmure. « Je ne l'ai pas tué. » Le cœur de Julien cogna contre ses côtes. Antoine esquissa un sourire mince, lent. « Je l'ai juste aidé à disparaître. »
Julien sentit le café se taire autour de lui. Ou peut-être était-ce seulement dans sa tête. Antoine secoua lentement la tête. Tu penses être le seul à savoir jouer à ce jeu? Tu crois que quelqu'un te croira après ce que j'ai sur bande? Julien le fixa. Quelle bande? Antoine sourit plus largement. Tu es entré chez moi, tu te souviens? Tu ne savais pas que j'avais des caméras. Le sang de Julien se glaça. Antoine tapota la table. Jeté sur bande, en train de forcer l'entrée, de voler, l'air complètement déséquilibré. Julien serra les poings sous la table. Antoine s'adossa. Alors peut-être que tu as craqué, hein? Peut-être que c'est toi qui as pété les plombs après que ta petite sœur s'est enfuie. Julien le fixa, soutenant son regard jusqu'à ce que le sourire d'Antoine s'efface. Puis il dit doucement, ce magnétophone est allumé depuis que tu t'es assis. Antoine cligna des yeux. Julien garda une voix ferme. Et tu viens d'admettre que tu as aidé Camille à disparaître, ici, devant tout le monde. Le visage d'Antoine pâlit. Julien se leva lentement. Les gens aux tables voisines s'étaient tus, leurs yeux passant de l'un à l'autre. Antoine resta figé. Julien baissa les yeux sur lui. À bientôt, Antoine. Julien sortit du café du village, le cœur battant. Il n'avait pas tout, mais maintenant, il avait assez, et Antoine le savait. Julien s'attendait à des représailles. Il ne s'attendait pas à ce qu'elles arrivent si vite. Au coucher du soleil, sa chambre de motel était saccagée. La porte pendait sur un gond. Le matelas éventré, son sac à dos vidé, vêtements, notes, le magnétophone, tout avait disparu. Et sur le mur, écrit en gros marqueur noir, « Part ». Julien se tenait dans l'embrasure, les poings serrés. Antoine n'avait même pas essayé de se cacher. Ce n'était pas une menace. C'était un message. Antoine n'avait pas peur de la loi. Il n'avait pas peur de Julien. Et pire encore, il ne pensait pas que Julien pouvait faire quoi que ce soit. Julien passa les 3 heures suivantes à parcourir toutes les routes secondaires hors du village. Il s'arrêta à l'endroit où il pensait que personne ne regarderait, l'ancien poste de garde forestier près du point de départ sud du sentier, abandonné depuis des années. La moitié des fenêtres étaient brisées. Il se gara derrière, éteignit les phares et resta dans le noir. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait le téléphone de Camille. Le fichier audio était encore ouvert à l'écran. Sa voix, sa peur. Julien ferma les yeux. Ce n'était pas fini. Pas encore. À 2 heures du matin, son téléphone jetable vibra. Numéro inconnu. Il répondit par instinct. La voix d'Antoine crépita à travers la ligne. Tu aurais dû partir quand tu en avais l'occasion, Julien. Julien resta silencieux. Antoine rit doucement. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai qu'ils trouvent ton camion près de la rivière. Tu sais, là où ils ont trouvé ses vêtements. La ligne coupa. Le cœur de Julien cogna dans sa poitrine. Il saisit les clés, se précipita vers la porte, mais s'arrêta net en entendant des pneus crisser sur le gravier dehors. Des phares jaillirent à travers la fenêtre brisée. Un camion, la Renault d'Antoine. Julien se baissa derrière l'embrasure, son pouls rugissant dans ses oreilles. Il entendit le moteur tourner au ralenti, une porte s'ouvrir, des pas lents, mesurés. Julien glissa la main dans sa veste, ses doigts se refermant sur le couteau de poche qu'il portait depuis le camp d'entraînement. Il attendit, le souffle court. La voix d'Antoine flotta à travers la porte ouverte, basse, amusée. T'as du cran, Julien. Je te l'accorde. Julien resta silencieux. Les pas contournèrent le porche. Tu veux que je le dise, cria Antoine. Tu veux que je te raconte ce qui lui est arrivé? Le pouls de Julien s'accéléra. Les pas se rapprochèrent. Pourquoi tu ne viens pas ici et me le demandes comme un homme? Julien serra plus fort le couteau. Il entendait presque la voix de Camille dans sa tête. Ne sois pas stupide, Julien.
Il resta immobile. Après un long moment, les pas s'arrêtèrent. Antoine rit doucement. Je m'en doutais. Julien entendit la porte claquer et la Renault s'éloigner dans la nuit. Il resta là, tremblant, jusqu'à ce que le bruit du moteur disparaisse. Julien savait deux choses pour sûr. Antoine n'allait pas s'arrêter. Et la prochaine fois, il ne blufferait pas. Au lever du soleil, Julien ne se cachait plus. Il laissa le poste de garde forestier derrière lui et roula directement vers le village. Pas vers la gendarmerie, pas chez Antoine. Il alla voir la seule personne qui ne lui avait pas encore menti. Sophie Garnier, 28 ans, serveuse au café du village. Elle était là le jour où Antoine avait lâché prise, assise à 3 tables de là. Julien n'avait pas prévu de l'entraîner là-dedans, mais maintenant, il avait besoin d'un témoin. Quand il entra dans le café, Sophie l'accueillit d'un regard las. « Ne ramène pas ça ici », dit-elle doucement. Julien s'installa sur la banquette en face d'elle. « J'ai juste besoin de 5 minutes. » Sophie regarda autour d'elle, puis hocha la tête une fois. Il sortit son téléphone, joua l'audio du café. La voix d'Antoine remplit l'espace entre eux. « Je ne l'ai pas tué. Je l'ai juste aidé à disparaître. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle écouta jusqu'au bout. Quand ce fut fini, elle murmura, « Tu as enregistré ça ?» Julien hocha la tête. Sophie se mordit la lèvre, secoua la tête. « Mon Dieu !» Puis, après une longue pause, elle se pencha en avant. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Julien resta immobile. Sophie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, baissa encore plus la voix. Il y a quelques mois, Antoine était ici en fin de service. Il parlait à un type, très discrètement, d'une boîte à pêche. Il disait qu'elle contenait ses affaires. Le sang de Julien se glaça. Sophie hocha la tête. Il a dit que si quelqu'un venait poser des questions, il la ramènerait à la rivière. Que personne ne la trouverait 2 fois. Julien déglutit péniblement. « Tu en as parlé à quelqu'un ?» Sophie secoua rapidement la tête. « Non, et je ne m'implique pas. Je suis désolé, mais j'ai des enfants. » Julien hocha la tête. « Je comprends. » Il quitta le café sans un mot de plus. À midi, il se tenait seul sur la berge de la rivière Moselle, au même méandre où les vêtements de Camille avaient été trouvés. L'eau coulait plus lentement maintenant, les courants d'automne s'affaiblissant. Julien scruta la rive, vérifia chaque centimètre des rochers. Rien. Puis il la vit. Une boîte à pêche à moitié enfouie sous un amas de racines. La rouille rampait sur les bords. Le verrou était cassé, ouvert net. Julien s'accroupit, les mains tremblantes en la dégageant. À l'intérieur, le chargeur de téléphone de Camille, son bracelet préféré, celui absent du tas de vêtements, un morceau de papier plié, et en dessous, un bout de son hoodie taché de sang. Julien le fixa, le cœur battant. Il déplia le papier, une seule phrase écrite en lettres grossières. Elle n'est pas allée loin. Julien resta là, les mains tremblantes, les yeux brûlants. Il ne savait pas si le sang était celui de Camille. Il ne savait pas comment ça finirait. Mais il savait une chose. C'était la preuve qu'Antoine pensait que personne ne trouverait. Il prit des photos de tout, rangea la boîte et appela la seule personne qui ne pouvait pas l'ignorer. Bernard répondit à la 2e sonnerie. La voix de Julien était plate. « J'ai vos preuves et j'ai votre témoin. Retrouvez-moi à la rivière où j'appelle les fédéraux. » Bernard ne discuta pas. 1 heure plus tard, la voiture de patrouille du chef s'arrêta sur la route de terre. Bernard en descendit, les mains sur les hanches. Julien l'attendait, la boîte à pêche à ses pieds. Il ne dit rien, ouvrit simplement la boîte. Laissa Bernard tout voir. Le sang, la note, le bracelet. Bernard fixa le contenu de la boîte. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. La rivière murmurait derrière eux. Lente, régulière, froide.
Enfin, Bernard laissa échapper un souffle. Où as-tu trouvé ça? La voix de Julien était posée. Là où Antoine a dit que ce serait. Bernard hocha lentement la tête. Puis il fit quelque chose que Julien n'attendait pas. Il porta la main à sa radio. Unité 12, je veux des yeux sur Antoine Morel. Amenez-le maintenant. Un grésillement répondit. Reçu. Morel vient d'entrer au café du village. Bernard croisa le regard de Julien. Tu viens avec moi. 15 minutes plus tard, Julien se tenait devant le café du village, les bras croisés. Bernard franchit la porte en premier, la main sur la ceinture, les yeux scrutants. Antoine était assis au comptoir, sirotant un café comme si de rien n'était. Il se tourna, sourit. Eh bien, chef, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. Bernard ne lui rendit pas son sourire. Debout, Antoine. Antoine cligna des yeux, une expression lente, moqueuse. Ouais. Et quelle est l'accusation? Julien entra derrière Bernard. Les yeux d'Antoine se posèrent sur lui. Le sourire disparut. Bernard parla d'un ton neutre. Entrave à la justice. Falsification de preuves. On verra où ça mène. Pendant une seconde, Antoine resta assis. Puis il se leva, les mains dans les poches, et c'est alors que Julien le vit. Un éclat de métal. Antoine agit vite, plus vite que Julien ne l'aurait cru possible. Sa main jaillit, tirant un couteau de sa veste. Bernard porta la main à son étui. Trop tard. Antoine bondit. Un coup de feu résonna dans le café. Antoine s'effondra au sol, le couteau tombant à côté de lui. Bernard se tenait au-dessus de lui, l'arme encore levée. Tout le café se figea. Julien fixa Antoine, l'homme qui avait terrorisé sa sœur, tourmenté sa famille, étendu sur le sol dans une mare de son propre sang. Tout s'arrêta ainsi. Pas dans une salle d'audience, pas avec une confession, mais avec une balle et un corps. Dehors, la foule se rassembla rapidement, les locaux chuchotant, les téléphones prenant des photos. Julien s'en fichait. Il resta là, fixant le corps, jusqu'à ce que Bernard parle enfin. « Tu as fait ce pourquoi tu es venu. » Julien secoua la tête. « Non. Je suis venu ramener Camille à la maison. » Bernard hocha la tête une fois, puis s'éloigna. Cette nuit-là, Julien retourna sur la berge de la rivière Moselle, là où tout avait commencé. Il portait la boîte à pêche dans une main, le collier de Camille dans l'autre. Il s'accroupit au bord de l'eau, posa le collier sur le même rocher plat où ses vêtements avaient été trouvés. Le courant murmurait contre les pierres. Julien murmura en retour, « Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Il resta là longtemps, regardant la rivière couler, laissant le silence s'installer. L'affaire resterait ouverte. Les gros titres viendraient et partiraient. Mais l'histoire de Camille n'était pas celle de l'affaire. C'était celle de la vérité et du prix à payer pour la laisser inentendue.